Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver ? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous. Et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur lemanalshow.com. Dans cet entretien, j'ai rencontré Youssef Oudaman, le cofondateur de la start-up qui cartonne Meet My Mama. Il possède la fibre entrepreneuriale depuis son plus jeune âge et c'est définitivement sa rencontre avec ses associés qui l'a poussé à donner le meilleur de lui-même. Entreprendre, oui, mais avec des valeurs et une éthique pour permettre aux autres de s'épanouir dans un projet social et responsable. Vous allez découvrir l'histoire qui se cache derrière cette success story. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Il paraît qu'il n'y a rien de mieux pour créer du lien social que de le faire autour d'un bon repas. C'est un principe que mon invité a bien compris et il l'applique dans un projet entrepreneurial ambitieux. Originaire d'Auvergne, il a quitté sa belle région le temps d'une expérience aux États-Unis pour revenir à Paris et intégrer une école de commerce. En parallèle de ses études, il multiplie les expériences professionnelles au sein de grandes marques alimentaires comme Orangina Schweppes, Innocent Drink ou encore Mars. Et il repart en devenant directeur des opérations pour une start-up innovante, Critizer. Marketing, commerce et expérience client sont au cœur de ses activités, mais il manque un élément important à souligner, son engagement au sein de différentes associations humanitaires. Il découvre alors le concept d'entrepreneuriat social qui fait écho à ses propres aspirations. Il décide de s'investir pleinement dans cette démarche et son travail a payé, car la start-up qu'il a cofondée avec ses deux associés connaît une ascension fulgurante. Tout le monde veut goûter les plats de ses mamas. Aujourd'hui, il a réussi le pari de construire un écosystème qui favorise les talents de chacun, avec des valeurs fortes et qui lui ouvre encore beaucoup d'opportunités en France et à l'étranger. C'est ici, dans le plus grand campus de start-up au monde, chez Station F, fondé par Xavier Niel, qu'il me reçoit pour répondre à mes questions. Youssef Oudaman, bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Alors Youssef, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Je le fais principalement pour deux raisons. D'abord parce qu'en France, on a l'immense richesse de vivre aux côtés de dizaines et de plusieurs centaines de milliers de femmes qui viennent des quatre coins du monde. Ces femmes-là, elles sont soit immigrées depuis plusieurs générations, soit elles sont réfugiées, soit elles sont, on les appelle des expatriés. Et parmi ces femmes, elles sont vraiment nombreuses à avoir un talent, un savoir-faire unique pour l'art culinaire de leur pays d'origine. Et elles n'ont qu'un rêve, c'est celui de vivre de ce talent-là et de raconter un bout de leur culture grâce à ce savoir-faire. Et donc du coup, je me suis dit comment connecter ces femmes-là qui ont un talent unique, qui ont une histoire unique à nous partager avec des gens comme vous, Manal, mais des gens comme tous ceux qui vont nous écouter, qui ont envie de découvrir le monde par le biais de la cuisine et du regard de ces femmes. Et c'est pour ça qu'est né Meet My Mama, avec l'ambition de créer des rencontres autour de voyages culinaires.
Alors bien sûr, on va parler de Meet My Mama plus en détail, on va y revenir. Mais avant ça, j'aimerais savoir un peu d'où vous venez. Racontez-moi un petit peu votre parcours. Alors moi, je viens d'Auvergne, du Puy-de-Dôme, dans une ville qui s'appelle Thiers, où j'ai grandi. Donc j'ai grandi dans des quartiers populaires. Ça existe aussi en Auvergne. Et donc du coup, j'ai eu cette chance-là de côtoyer depuis tout petit des gens qui venaient des quatre coins du monde, vraiment de tous les continents. Il y avait déjà ces mamas, donc l'idée me trottait déjà dans la tête depuis tout petit. J'avais aussi ma maman à moi qui cuisinait merveilleusement bien. Et donc j'ai grandi là-dedans, j'ai fait mes classes, et puis après, à la fin, j'ai eu un bac littéraire. Et après, je suis parti. Je suis parti d'abord en région parisienne. Je suis parti aussi aux États-Unis. Au Kansas, c'est bien ça ? Au Kansas. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Ça m'intéresse. J'étais en échange pendant quelques mois dans un campus au Kansas, donc c'était impressionnant. Ouais, j'imagine, les campus américains, c'est autre chose. Hein. Ouais, c'est autre chose. C'est des villes dans les villes, portées et animées par les étudiants, donc c'est beaucoup d'énergie. Mais ça m'a marqué parce que le contenu des cours était notamment en marketing. Déjà, c'était en 2006, donc c'était il y a 12 ans, et je trouvais déjà qu'ils avaient une longueur d'avance. Une longueur d'avance. C'est toute la culture qui est tournée vers l'expérience, vers le wow. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que ce soit wow. Tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, il faut que les cours ce soit wow, il faut que la sortie au théâtre ce soit wow, il faut faire le show tout le temps. Tout le temps, il y a cette culture du show, et ça, je me suis dit, c'est hyper fort, et ça, je me suis retrouvé vraiment dans ce truc-là. Ça, c'est quelque chose qui vous a marqué ? Ouais, qui m'a marqué, et je me suis dit, il y a plein de choses en France qu'on pourrait rendre encore plus wow, surtout qu'en France, on a dans plein de domaines des bases fortes. Sans nous dénaturer, mais en prenant quelques codes américains, mais d'autres cultures, etc., on peut vraiment valoriser plein de choses. Je voulais juste revenir sur le campus aux États-Unis. Vous m'avez dit, je vois même pas de côté négatif à faire des études là-bas. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, justement ? C'est l'énergie. Ouais. En fait, c'est vraiment... moi, je fonctionne beaucoup à l'énergie, je crois beaucoup aux énergies, et il y a ça dégage plein d'énergie, et vous avez l'impression que ça vit. Et on se nourrit ça, on capte beaucoup d'énergie, donc on en redonne beaucoup. C'est pour ça qu'on dit souvent, les Américains, ils en font trop, etc. En fait, c'est qu'ils ont beaucoup d'énergie. Et ça, ouais, c'est ce qui m'a le plus plu, que ce soit chez les étudiants, chez les profs. Il y a une énergie, il y a une forme d'engagement dans tout, je peux comprendre, hein, parfois ça peut faire un peu trop. Mais ça m'a hyper plu. Ils sont toujours engagés, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de faire des choses de la meilleure des manières possibles. Ils ont envie de marquer les esprits, et c'est des valeurs dans lesquelles je me suis rapidement retrouvé. Moi aussi, je m'y retrouve totalement. Ouais. J'adore cet état d'esprit, vraiment. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici, chez Station F, parce qu'on a quand même une énergie un petit peu à l'américaine ici. Hein. Ouais, il y a 1000 startups qui viennent des quatre coins du monde. Donc, vous avez des énergies un peu partout, des gens qui viennent des quatre coins du monde. C'est stimulant, en fait. C'est stimulant. Pour avancer, évoluer. Ça bouge, ça vit. Les gens sont hyper engagés, croient en ce qu'ils font, sont persuadés que ça va permettre de changer leur vie, mais probablement aussi de changer la vie de plein de gens. Et c'est un environnement plein d'énergie où même quand vous êtes fatigué, vous arrivez le matin ici et vous dire ok, c'est là que ça se passe, et je suis hyper privilégié parce que je suis à l'endroit où ça se passe. Oui, c'est le top en fait. Ouais, c'est le top. Alors, très bon souvenir que vous avez gardé de votre expérience aux États-Unis. Retour à Paris. J'aimerais savoir quel genre d'élève vous étiez à l'école ici en France. Très bonne question. J'espère que mes parents vont pas écouter ce podcast, donc cette partie-là. J'étais je pense que j'étais enfin, c'est difficile à décrire. Je pense que j'étais un élève qui choisissait ses matières en fonction de ses intérêts. Donc, dans les matières où je sentais qu'il y avait un truc qui allait apporter quelque chose, mais qui allait avoir un impact dans le monde, là, j'étais à fond. Là, j'avais pas de problème de retard, parce que j'étais tout le temps en retard au cours. Donc il y avait déjà cet esprit éthique, responsable, même éthique, à l'école. Responsable, de vouloir avoir, mais depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai envie j'ai envie d'être utile et de servir, et je pèse mes mots quand je dis servir, une cause qui va permettre d'améliorer la vie des gens.
qui va permettre de plusieurs dizaines de milliers de personnes en France et dans le monde. Ah, c'est quelque chose vraiment qui vous anime. Ouais, je me vois pas faire autre chose. Mais vous m'aviez dit aussi, hors antenne, que vous faisiez déjà du business avec votre papa quand vous étiez plus jeune. Ouais. C'est ça, ça, c'est... en fait, j'ai commencé à bosser avec mon père à l'âge de, 9 ans, 10 ans. Ah oui, très jeune. Ouais, 10 ans en fait. Donc je viens dans un bassin qui est le bassin Thiernois, qui était connu pour être la capitale de la coctellerie en France, c'est encore le cas. D'accord. Donc c'était un bassin hyper ouvrier industriel. Donc mon père bossait là-dedans. Et donc il récupérait aussi des couverts, donc couteaux, fourchettes invendus. Parce que ils n'étaient pas vendus, et lui, il se disait je vais les récupérer, et plutôt que de les jeter, on va aller les vendre au Maroc à bas prix, et donc les étés, quand je rentrais au pays avec mes parents, donc j'allais pas tous les jours à la plage, loin de là, je faisais le tour des souks à Paris, pas à Paris, mais au Maroc avec mon père. Mais ça a été une bonne école finalement. Ouais, c'était vraiment, franchement incroyable. C'était parce que j'étais considéré... parce que je suis né en France, et quand vous êtes né en France et que vous rentrez au Maroc, vous êtes considéré comme français. Et donc, en fait, pour la première fois, j'étais vraiment considéré comme le gamin marocain lambda qui vend son truc et qui vend son truc pour gagner son pain. Donc, j'ai pu voir ce que c'était. J'avais vraiment, pour le coup, l'immersion de la personne marocaine. Et donc, j'étais avec mon père. J'ai pu voir un peu les conditions de vie des Marocains, la chaleur de ce pays-là, comment ça se passait. C'était ma première expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, je me souviens encore de ma première vente dans ma vie, c'est pas glorieux. Mais vous avez vendu comment et à qui ? Un couteau à 2 dirhams 50. Et voilà. Et donc ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale à l'âge de 10 ans. Et ça fait quelque chose, parce que vous vous dites, en fait, j'ai un produit, il y a quelqu'un qui est intéressé par mon produit, qui en a besoin. Vous lui posez des questions, qu'est-ce qu'il va faire ? Du coup, le couteau, il va l'utiliser dans sa vie au quotidien. Et moi, j'étais passionné, parce qu'il y avait tout le lien, un lien hyper fort entre l'acheteur et le vendeur, parce que vous arrivez à résoudre un problème que quelqu'un a, et puis vous avez tout le contexte autour, dans les sous, vous avez les autres marchands, vous entrez dans un truc, vous êtes dans l'entrepreneuriat, il y a tout l'avant qui est hyper intéressant, la logistique, la veille avec mon papa où on prépare, et mes frères, parce que j'avais quand même aussi mes frères, donc c'était un truc... Ah, donc c'était une mini start-up, il y avait une équipe. C'était le papa et les 3 frères sur le lieu de vente, et les sœurs et la maman, elles faisaient la préparation de commandes. Ah, donc chacun avait un rôle bien défini. Ouais. Et donc ça, c'était cool, parce que la promesse, c'était ce qu'on a réussi à vendre ici, ça va nous permettre de profiter du reste au Maroc. Et donc, c'était une première expérience. C'est à ce moment-là qu'est née la fibre entrepreneuriale chez vous ? Je pense que ouais. Le côté, en tout cas, le côté commercial. Mais ouais, la fibre entrepreneuriale, ouais. C'est vrai. Après, j'ai eu mon papa, mes parents qui après m'ont envoyé sur d'autres expériences. En Espagne, je me souviens aussi, quand j'avais 14 ans, où pareil, ils voulaient que je découvre un peu ce qu'ils appellent ce qui est dur dans la vie, mais ils voulaient vraiment m'inculquer ces valeurs-là, qui sont le travail, le mérite, comprendre ce que font les autres, que tout le monde fait des efforts, voir le monde tel qu'il est. Des valeurs vraiment fortes que vous portez même aujourd'hui. Et justement, vous le portez même dans votre projet, votre start-up. Et du coup, comment est née l'idée de Meet My Mama ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet-là ? Tout au long de mon parcours, je disais, quand j'ai bossé quand j'étais étudiant et quand j'étais pendant mes stages, je suis sorti un peu de mon cercle dans le quartier populaire. Et en fait, les week-ends, je rentrais chez mes parents. En Auvergne, donc j'étais à Paris ou à Lille, je rentrais chez mes parents, et donc ma mère, en bonne maman, me filait 50 tupperwares pour tenir pendant la semaine, alors que je pourrais tenir 1 an avec ce qu'elle me donne. Elles sont très généreuses, les mamans. Elles sont hyper généreuses. Et en fait, le lundi, quand j'arrivais, déjà le vendredi, mes collègues étaient intéressés, ils voulaient savoir si je partais en week-end ou pas. Donc vraiment, ils me disaient, est-ce que tu rentres ? T'es sûr que tu veux pas rentrer ? Ah, donc ils faisaient leur propre commande. Non, mais ils voulaient savoir. Ils voulaient pas de commande, mais ils savaient qu'ils voulaient. Je me souviens aussi que certains de mes managers me facilitaient la vie pour que je rentre plus tôt le vendredi. Donc ils avaient une idée derrière la tête. Et quand j'arrivais le lundi, c'était alors c'est quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger ? Est-ce qu'elle t'a fait des gâteaux ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait comme repas ? Donc je me faisais littéralement racketter le lundi au travail, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que ce soit mes collègues ou mes potes, donc ils voulaient découvrir les spécialités, parce que c'était bon et qu'il y avait une nouvelle découverte, mais ils voulaient savoir ce qu'il y avait derrière. Ils voulaient vraiment savoir qui y avait, donc pourquoi, où elle avait appris ça, ma mère,
comment étaient transmises les recettes, comment elles étaient fabriquées, quels ingrédients il y avait. Et au final, les déjeuners du lundi tournaient autour de la cuisine de ma maman. Ouais, c'est ce que je disais, il y a un lien social qui se crée autour des bons repas. Et c'est à ce moment-là, justement, que vous vous êtes dit, OK, il y a un truc à faire. Ouais, je me suis dit, il y a un truc à faire. Même petit, je me suis dit, il y avait un truc à faire avec ces femmes-là. Parce qu'au-delà de là, je trouve que ces femmes, les mamas, elles portent tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Vraiment, elles ont une personnalité forte, elles sont fédératrices. C'est-à-dire qu'elles arrivent à mettre autour d'une table plein de gens, peu importe leur culture, leur religion. Elles mettent tout le monde d'accord. Vous allez croiser très peu de personnes qui vous disent « j'ai du mal avec une mama » ou « j'ai du mal avec ma mama ». Donc elles sont universelles, elles sont aimées, donc je me suis dit il y a quelque chose à faire avec elles, et elles, on s'occupe peu d'elles. Ouais. On s'occupe peu d'elles, elles se rendent même pas compte qu'elles ont des compétences, elles savent, je parle de l'art culinaire, elles savent gérer des centaines de En fait, elles ont différentes compétences, que ce soit culinaire, leadership, empowerment, management. Elles sont même très créatives. Exactement ça. Leadership, management, créativité, suivi financier. Oui. C'est vraiment coaching, on remonte le moral. Et puis elles sont même parfois Chief Happiness Officer. Parce que elles aiment bien quand il y a de la joie, quand tout se passe bien autour de la table. Et je me suis dit, comment, et c'est exactement ça, elles sont moteurs au sein de leur foyer. Et maintenant, on va les sortir de leur foyer, on va en faire des moteurs pour la société. Pour ça, on va utiliser leur savoir-faire, là où sont le meilleur, donc l'art culinaire. Et moi, je vais les emmener dans des entreprises, et c'est elles qui vont faire le métier de Chief Happiness Officer, mais de fédératrice dans des entreprises pour connecter les gens entre eux. Alors justement, Youssef, là, on parle beaucoup de Meet My Mama, mais il y a certaines personnes qui, peut-être, ne connaissent pas le concept. Okay. Est-ce que vous pouvez pitcher Meet My Mama en 1 minute? Très bon exercice. Alors, Meet My Mama, donc c'est une start-up qui existe maintenant depuis 1 an et qui a 2 missions. La première, c'est de révéler les talents culinaires de femmes issues de tous les types de migration. Et donc, on fait ça en les accompagnant, en les aidant à devenir des stars de la cuisine du monde. Donc, on leur donne des formations en design culinaire, en prise de parole en public, etc. Et on a une deuxième mission, c'est de réenchanter les événements en entreprise avec nos mamas, en proposant aux entreprises lors de leurs événements, cocktails, petits déjeuners, dîners, etc., des voyages culinaires réalisés par nos mamas, faits maison et racontés par nos mamas qui viennent sur les événements pour raconter ce qu'elles font, ce qu'elles sont et pourquoi elles sont si exceptionnelles. Vous faites véritablement vivre une réelle expérience en fait. Exactement. Aux personnes qui sont là. Alors je sais aussi que Meet My Mama, c'est un projet que vous avez créé et que vous portez avec 2 autres personnes, vos associés, Donia et Loubna, c'est bien ça? C'est ça, Donia et Loubna, mes fabuleuses associées sans qui j'aurais pas pu faire grand-chose. Alors comment vous vous êtes rencontrés? En fait, au début du projet, Donia et Loubna, elles avaient un projet qui s'appelait Mama Cooking, et elles étaient déjà sur cette problématique de comment on va valoriser les talents culinaires de femmes qui venaient des 4 coins du monde. Ah d'accord, donc c'était à peu près le même concept. C'était exactement le même concept, on était au même timing, et moi de mon côté, j'avais un projet qui est devenu Meet My Mama, qui s'appelait Mama's Kitchen, et qui était sur les mêmes problématiques. Donc je les ai découvertes en septembre 2016, donc un peu avant de démarrer le projet, et je me suis dit, j'ai regardé leur page Facebook, elles avaient 650 likes, moi j'en avais 90, j'ai honte. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Non. Allez voir la page Facebook de Meet My Mama aujourd'hui. C'est cool. Vous comprendrez. Ouais, donc je me suis dit, elle disait exactement la même chose que moi, et je me suis dit, il faut que je les vois. Et donc je leur ai écrit sur Facebook, par mail, je crois que je les ai tweetés, donc je les ai harcelés. Et puis elles ont accepté de me rencontrer, et tout de suite il y a eu un coup de foudre professionnel. Tout de suite on a accroché. On s'est dit qu'on voulait faire la même chose, qu'on voulait avoir de l'impact sur des millions de femmes, qu'on voulait le faire en créant une belle marque qui parle à tout le monde. Et là, Bigon s'est dit, on va commencer à bosser ensemble. Et c'est comme ça qu'est né Meet My Mama, de la fusion de ces 2 projets. Si je peux me permettre, moi je trouve ça génial de réagir comme ça. Parce que je me dis qu'en fait, beaucoup de personnes à votre place auraient réagi de la mauvaise manière en se disant peut-être « Ah, c'est des concurrents ». Alors que vous, pas du tout. Vous avez eu cette intelligence de les contacter pour faire quelque chose ensemble. Et en fait, ensemble, vous êtes beaucoup plus forts. Ouais, c'est juste. En fait, l'impact, il concerne en Europe et même dans le monde. Le sujet sur lequel on s'attaque, on pourrait avoir de l'impact sur plusieurs dizaines de millions de personnes dans toute l'Europe.
Donc il n'y a pas une histoire de concurrence. Il y a une histoire de comment on fait tous pour résoudre le problème auquel on s'attaque. Il n'y a pas une histoire d'ego. Nous, on veut avoir une entreprise qui soit performante. Donc c'est essentiel que ce soit une belle entreprise, parce que plus on fait du chiffre d'affaires, plus on va avoir de l'impact sur les mamas. Mais la priorité, c'est de l'impact sur les mamas. C'est essentiel. Dans ces cas-là, vous n'avez plus une question. Moi, j'ai pas de concurrents. J'ai que des gens qui vont m'aider à résoudre le problème. J'ai pas pour ambition de dire que je vais résoudre le problème tout seul. Loin de là. Je veux qu'il y ait d'autres Meet My Mama qui se créent, et je travaillerai avec eux. Parce que c'est vraiment partout dans l'Europe, en ayant plein d'initiatives, en bossant tous ensemble, qu'on va réussir à résoudre ce problème. C'est un très très bon état d'esprit en tout cas. Merci, c'est ce qu'on essaye d'avoir, et puis ceux qui ont envie de participer à ce projet, ils ont juste à nous écrire, on sera ravis de les rencontrer. Ah, vous avez entendu, c'est peut-être un appel, alors allez-y, foncez. Ouais, alors vous êtes 3 dans l'équipe, je le disais, Lubna, Donia et vous-même. Ouais. Qui fait quoi dans cette équipe-là? Aujourd'hui, il y a 3 fondateurs, maintenant on est 10 chez Meet My Mama, mais plus spécifiquement, Donia, elle pilote toute l'activité qu'on appelle chez nous Empower My Mama, qui est l'activité qui est dédiée à donner tous les outils qui vont permettre à nos mamas de devenir pleinement indépendantes. Lubna, elle a un rôle qui est très lié à la marque. C'est celle qui va piloter, qui va faire en sorte de donner envie à un maximum de personnes de passer par Meet My Mama. Donc c'est elle qui va imaginer les menus, c'est elle qui va imaginer la scénographie, c'est elle qui va... quand on a des sollicitations presse, c'est elle qui va prendre la main dessus, c'est elle qui va organiser des événements, donc c'est elle qui va vraiment être en charge de donner envie à un maximum de personnes de passer par une Elle se charge des relations publiques, de la communication, c'est indispensable ça dans un projet. Surtout qu'on on a cette chance d'être hyper sollicité. Et vous Youssef, qu'est-ce que vous faites dans l'équipe? Moi dans tout ça, moi je m'occupe de dire tout ce qui est administratif, financier et juridique, je m'occupe des ressources humaines. Et j'ai un œil sur toutes les opérations pour m'assurer que toutes les équipes, elles aillent dans de la bonne direction et qu'on ne perd pas de temps sur des sujets pas prioritaires. Et pour vous, est-ce que c'est indispensable d'avoir plusieurs cofondateurs pour réussir dans un projet entrepreneurial? Ouais, c'est indispensable. Vraiment, déjà, à titre personnel, moi, je suis un privilégié d'avoir Donia et Luna. Je trouve que c'est deux personnes qui m'enrichissent au quotidien, qui m'ont rendu meilleur en tant que personne. Donc vraiment, humainement parlant, oui, il faut avoir des personnes, des cofondateurs et des cofondatrices. Et après, à titre professionnel, c'est évident, parce qu'en fait, vous êtes jamais seul. Quand vous avez des doutes, vous savez à qui les partager, des gens qui vont comprendre vos inquiétudes, qui vont vous rassurer, des gens avec qui vous allez confronter vos idées. En fait, c'est vraiment une somme d'individualités qui vont vous permettre de produire un travail collectif qui soit le meilleur qui soit. Mais vraiment, il y a un proverbe africain qui dit qu'à seul on avance plus vite, à plusieurs on avance plus loin. C'est effectivement le cas. Donc beaucoup d'avantages à travailler en équipe, ouais. Mais quels sont les inconvénients? Elle est dure cette question. Des inconvénients Oui, parce que vous dites de belles choses sur Lubna et Donia, mais j'imagine que c'est pas toujours facile. Non, c'est des inconvénients. Non, après, vous avez des débats, quoi. Vous avez des débats, c'est chaud, mais c'est pas chaud négativement parlant. C'est juste des débats où les gens partagent leur point de vue, essayent de les défendre, mais c'est hyper constructif. On n'est pas non plus des bisounours chez Meet My Mama. Quand vous voulez avoir de l'impact sur des millions de personnes, quand vous voulez faire la référence cuisine du monde en France et en Europe, vous avez tout intérêt à vous prendre la tête avec vos associés pour que ça fonctionne et pour tirer le meilleur. Donc oui, parfois on se pousse dans nos retranchements, donc parfois c'est hyper dur, mais une fois qu'on sort de la salle de réunion, il n'y a aucun souci. Et quand il y a une décision importante à prendre, comment vous faites pour trancher ? Ça dépend de la décision sur quel scope elle est. Quand c'est le domaine d'expertise de Lubna, c'est Lubna qui tranche. Ah, d'accord. En fait, on a déterminé qui était expert dans quel domaine. Quand c'est une décision qui est liée à l'impact des mamas, c'est Donia qui va avoir le dernier mot. Chacun a un leadership sur un domaine précis, en fait. Exactement. Après, c'est exactement comme ça, ce qui fait qu'on tranche assez vite les décisions, et les décisions, elles sont acceptées parce qu'elles sont légitimes. Elles sont tranchées par la bonne personne. Alors, Meet My Mama, c'est un vrai succès aujourd'hui, mais avec quelle somme d'argent avez-vous commencé ce projet ? Alors là,
Très bonne question. On a commencé sans somme d'argent. C'est-à-dire qu'on a démarré, on était, je vous le dis, j'étais à découvert. Donc j'ai financé ça avec le découvert de ma banque, que je salue. Donc 0 € 0 à découvert. À découvert. Alors comment vous avez fait ? C'est pour ça que au début de Meet My MMA, on n'avait pas de moyens. On avait une idée, on s'est dit on veut aider ces femmes-là, on veut les valoriser, etc. Donc quand on a démarré, on allait voir des restaurants à Paris. On s'est dit, il y a plein de restaurants, ils ont un espace pour cuisiner, etc. Et ils sont vides le dimanche ou ils sont fermés. Donc on est allé voir des restaurants, on leur a dit, est-ce que c'est possible de nous laisser votre établissement un dimanche et on va organiser un brunch du monde ou un dîner rencontre. Et en fait, on leur dit, il y a une maman qui va venir, elle va prendre les commandes du restaurant, elle va tout acheter, on va rien faire, on va s'occuper de tout. Et on va faire venir des gens dans votre restaurant et les gens, ils vont du coup découvrir votre établissement. C'est hyper smart. Ouais, on l'a fait vraiment, on l'a fait parce qu'on n'avait pas de moyens. C'est vraiment genre l'idée qu'on avait, on s'est dit, on n'a pas de moyens, il y a plein de restaurants qui sont fermés le dimanche, pourquoi on bosse pas avec eux ? Donc on leur a dit ça, donc les restaurants, ils ont tout de suite dit oui, ils se disent, on adore l'initiative et en plus c'est cool, les gens vont pouvoir découvrir notre établissement, donc on a fait ça, et en fait ce qui s'est passé, c'est que notre premier dîner rencontre, c'était avec Mama Nida qui venait du Sri Lanka et de Malaisie, on a fait des invitations et on était complet au bout de 48 heures. Donc on avait 30 places. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a démarré. Et en fait, on a acheté donc, les denrées. Je les ai achetées, j'étais à découvert. Donia et Lumna aussi, c'était à découvert. On a acheté ça, tout ça à découvert. Mais au final, les gens ont payé. Et on a réussi à avoir un premier bénéfice qu'on a réinvesti dans un deuxième brunch du monde. Puis un troisième. Et on commençait à acheter du matériel. Et un quatrième, et un cinquième. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les entreprises viennent nous voir en nous disant ce que vous faites là dans les restaurants. Faites-le chez nous. Nous, on a des traiteurs qui sont trop classiques. Vous avez l'impression de nous amener quelque chose de nouveau. Venez avec la mama, etc. Et en fait, de fil en aiguille, à chaque fois, on se débrouillait pour dégager un bénéfice qu'on réinvestissait pour construire jusqu'à aujourd'hui être capable d'être indépendant, d'être rentable, de recruter sans avoir à demander de l'argent à qui que ce soit. Ah, moi, j'adore cette histoire. C'est commencer petit, mais voir grand. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, commencer avec ses propres moyens. Et tout à l'heure, vous posiez la question de est-ce qu'il y a un frein, est-ce qu'il y a besoin d'une école de commerce ? Moi, je vous dis, en fait, j'étais à découvert. J'ai un prêt étudiant à rembourser. Je connaissais pas du tout la food et je me retrouve aujourd'hui pourtant avec Meet My MMA. Je dis pas que ce qu'on fait est exceptionnel, mais c'est correct, ça fonctionne assez bien. Et donc, il n'y a pas de frein. Vraiment, il y a aucun frein. Et commencez à la hauteur de vos moyens et voyez grand, réalisez petit, et puis ça fonctionnera. Puis en général, quand on n'a pas les moyens, on est plutôt créatif. On n'a pas le choix. On cherche des systèmes D. Exactement. Et c'est ce qui nous amène justement à ce que vous faites aujourd'hui. Mais alors moi, ce que je me pose comme question, c'est quand vous avez commencé à travailler avec le premier restaurant, avec la première mama, comment vous avez fait pour communiquer, pour amener les premiers clients chez vous ? Alors, ça a démarré avec nos réseaux personnels. Donc, il y a eu au début Ticket for Change, par exemple, qui sont venus. Qui est un bon booster, quand même, un bon tremplin. Qui est un bon booster. Et puis, au fur et à mesure, il n'y a eu que du bouche à oreille. Et donc, le premier brunch, le premier dîner rencontre a bien fonctionné. Puis, il y a eu du bouche à oreille. Après, il y a eu les entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec 150 entreprises. Et donc, on réalise une petite centaine d'événements par mois. Ah et oui, on n'a jamais démarché. On n'a jamais démarché une entreprise. C'est les entreprises qui viennent à vous. Ouais, qui viennent directement à nous. Par le bouche à oreille, on s'est toujours dit il faut qu'on arrive à proposer des cuisines de qualité. Et ça, on a les meilleurs pour ça, c'est nos mamas. On s'est dit il faut qu'on arrive à proposer la meilleure expérience du monde. Et on travaille au quotidien avec ça, avec des artisans, avec des scénographes, etc. Et c'est ça qui fait la différence. C'est notre volonté de proposer ce qu'il y a de meilleur. On est vraiment, c'est pour nous, servir cette cause et servir les mamas, c'est vraiment notre passion. C'est-à-dire que moi, je pourrais le faire gratuitement. Il n'y a pas de souci demain d'aider ces mamas. Vraiment, j'ai démarré, je ne me payais pas. Je me paye maintenant, mais je pourrais le faire gratuitement. Et la volonté aussi de proposer à nos clients, qu'on considère même pas comme des clients, en vrai, une expérience hyper enrichissante, ça nous habite. Donc, on va vraiment aller dénicher des trucs invraisemblables, incroyables qu'on trouve pas parce qu'on a la volonté de faire plaisir. Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Vous vous payez maintenant, donc ça veut dire que vous versez un salaire avec Donia et Lumna aussi ? Ouais, tout le monde se paye aujourd'hui chez Meet My MMA. Et vous étiez rentable au bout de combien de temps ? On était rentable hyper vite. En fait, on a pris le temps on aurait pu se payer automatiquement. Je pense qu'on a commencé à se payer à partir de septembre 2017. Sachant que vous avez commencé... On a vraiment commencé en janvier 2017, donc 6 mois après le début de l'activité. Ouais. Ah oui, donc ça allait très vite. Ouais.
Comment vous expliquez le succès de Meet My Mama ? Qu'est-ce qui fait que les gens ont autant apprécié ? Et puis en plus, vos clients, ce sont des entreprises. Donc pourquoi ça fonctionne autant ? Il y a plusieurs raisons. Il y en a plein. La première, c'est que les gens se retrouvent dans le concept Meet My Mama. En fait, quand je parle d'une mama, tout le monde a une mama en tête. Tout le monde se dit, il y a cette maman, elle pourrait faire ça, c'est vrai qu'elle cuisine hyper bien, etc. Donc tout le monde se retrouve dans ce côté-là, se dit, c'est top parce qu'ils sont en train de réparer quelque chose qui était un problème depuis des décennies. Qui était même peut-être un peu cassé, justement. Ouais, qui était cassé. Et en France, et je vous dis, on est un pays merveilleux, on aime manger depuis toujours. On est quand même le pays de l'art culinaire. Et ce qu'on fait, c'est typiquement français. Révéler des talents culinaires, la France le fait depuis toujours. C'est juste qu'on le fait version France 2018 avec des femmes qui viennent des 4 coins du monde. Ouais. La deuxième raison, c'est que les gens veulent découvrir des cuisines du monde, des cuisines qui sont bonnes, qui sont faites maison, qui sont saines. Donc il y a cette volonté de se reconnecter à quelque chose qui est vraiment réel, qui est bon, qu'on a connu quand on était petit ou qu'on a connu lors de ses voyages. Mais moi, je me dis qu'il y a justement cette histoire de timing, parce qu'on est vraiment dans cette période où on a envie de manger sain, on a envie de manger du fait maison. On est aussi en plein dans l'entrepreneuriat social et dans l'empowerment au féminin. Et finalement, vous additionnez ces 3 facteurs. Ouais, absolument. Je pense qu'il y a un vrai... le timing est bon, mais... l'histoire Meet My Mama ne serait pas possible sans la somme de ces éléments-là. Typiquement, en fait, pour vous parler de manière très économique, il n'y a pas de vraie marque cuisine du monde en France et en Europe. Il n'y en a pas. Si vous réfléchissez, il n'y en a pas qui... Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de marque crédible. Et nous, notre rôle, c'est qu'on a les mamas et c'est elles qui permettent de crédibiliser la cuisine du monde. L'art culinaire, dans le monde entier, c'est une histoire de femmes. Quand je veux découvrir le meilleur boboon, le meilleur mafé, le meilleur couscous, je ne vais pas voir Thierry Marx, je vais voir une mama. Par contre, quand je veux de la vraie gastronomie française, je vais voir Thierry Marx, mais avec plaisir, et moi le premier. Donc c'est vraiment un truc qui est essentiel. Donc on crédibilise cette expérience cuisine du monde faite maison, parce que il n'y a pas meilleur chef que les mamas dans ce domaine-là. Et évidemment, le timing est bon parce que les gens veulent un monde plus juste, vraiment, où tout le monde est reconnu, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Je dirais même que les mamas, ce sont elles qui nous nourrissent au quotidien. On va voir Thierry Marx de temps en temps. Mais finalement, c'est nos mamas qui nous préparent nos bons petits plats tous les jours. Ouais, c'est elles qui sont là au quotidien. Nos mamas, elles sont chefs depuis des décennies. Vraiment, c'est ce que je leur dis aux mamas. Quand je leur demande, j'ai des mamas qui ont commencé à cuisiner à l'âge de 8 ans. Ah oui, c'est génial. Vraiment, quand je leur dis, tu fais la somme du nombre de menus que tu as imaginé matin, midi et soir. Et puis attention, avec des aliments qui sont quand même assez restreints, en général. Ouais, avec des aliments restreints. Je lui dis, quand tu fais la somme, qu'est-ce que tu as envié à qui que ce soit ? Tu fais ça depuis toujours. Parce que simplement, moi, je suis juste un micro qui va te permettre de dire au plus grand nombre à quel point tu es talentueuse. Même si tu veux pas le dire, les gens vont s'en rendre compte. Je vais me débrouiller pour que les gens s'en rendent compte. Et les gens s'en rendent compte. En général, elles sont assez modestes sur ce qu'elles font. Elles sont hyper modestes. Elles mesurent pas en fait qu'elles ont de l'or entre... Vraiment, elles mesurent pas qu'elles ont de l'or entre les mains. Elles n'ont pas confiance en elles, mais parce qu'on leur a pas donné confiance, on leur a pas donné confiance. C'est tout bête, mais elles ont tellement de compétences. Vous le disiez tout à l'heure, Manel, vraiment en leadership, en créativité, en management, en gestion des stocks. Je pourrais aller même sur des compétences hyper techniques qu'elles ont depuis toujours. Donc finalement, les mamas, ce sont nos héroïnes du quotidien. C'est exactement ça. On leur dédie ce passage. Je leur dis, même toute l'émission, tout ce qu'on fait, c'est pour elles. Donc, Alors, Meet My Mama, vous êtes ancré dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social et responsable. Et vous avez d'ailleurs participé au programme Ticket for Change. Quels sont les enseignements que vous en avez tirés et comment cela vous a aidé concrètement dans votre projet ? Ticket for Change, c'est une aventure exceptionnelle. Si Meet My Mama, ça fonctionne aujourd'hui, c'est aussi grâce à d'autres structures. Mais Ticket for Change, si ça fonctionne, ça marche bien aujourd'hui, c'est vraiment grâce en grande partie à Ticket for Change. Ticket for Change, pour ceux qui ne se rappelleraient pas ou qui ne le savent pas, c'est un programme sur 6 mois, c'est ça ? C'est ça. Qui accompagne les startups comme vous. Et je crois aussi qu'il y a un tour en bus. Ouais, il y a un tour pendant 10 jours où on part en bus, donc avec tous les entrepreneurs, donc une 50aine d'entrepreneurs. Et on fait le tour de France et on va voir des entrepreneurs inspirants.
Exactement. pendant 10 jours. Donc on dort dans le bus, donc on a, dans des bus couchettes, donc c'est merveilleux, ça rapproche. Et donc du coup, ouais, pendant 10 jours, on rencontre des gens, c'est hyper inspirant, c'est hyper enrichissant. En fait, on est d'ailleurs secoué dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, parce qu'en fait, vous passez votre vie à parler de votre projet à des interlocuteurs de très haut niveau, à des gens qui sont là aussi, et donc du coup, vous êtes hyper challengé. Mais c'est hyper bien, parce que du coup, ça vous force à sortir le meilleur de vous-même, vous êtes challengé sur des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, sur des gens qui ont déjà développé des expertises dans le domaine auquel vous vous attaquez. Et donc ça, ça vous permet à la fin de vous dire, ok, j'ai un projet qui est quand même assez solide, qui a été bien challengé, et du coup c'est pas, il y a plein de choses il y a plein de choses bonnes chez Meet My Mama, et c'est pas un hasard, c'est aussi parce qu'à la base on a été bien aidé et accompagné par Ticket for Change. Justement, nous on a fait un épisode entier consacré à Ticket for Change et surtout à la cofondatrice Adèle Gallet dans l'épisode 22 qui nous a beaucoup parlé de Meet My Mama. Elle nous a dit que vous étiez son coup de cœur. Elle est merveilleuse, je l'ai entendue. D'ailleurs, si elle écoute ce podcast et si tout Ticket écoute ce podcast, je les salue, parce que s'il y a bien un coup de cœur chez nous, chez Meet My Mama, c'est Ticket for Change. C'est pareil, c'est vraiment un amour très réciproque. Et du coup, le programme Ticket for Change, c'est quelque chose que vous recommandez à toute start-up qui voudrait se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat social ? Ouais, c'est pour moi, dans l'accompagnement des projets dans l'entrepreneuriat social, c'est ce qui se fait de mieux probablement aujourd'hui en France et en Europe. Aujourd'hui, on remarque une vraie tendance des étudiants en école de commerce qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que ça sert encore à quelque chose finalement de faire une école de commerce ? Oui, ça sert à quelque chose, et j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne nouvelle que beaucoup d'étudiants d'école de commerce veulent faire de l'entrepreneuriat parce qu'ils sont formés pour faire ça. Mais il n'y a pas besoin d'une école de commerce pour être entrepreneur. Ça, c'est la question que je voulais vous poser justement, parce que en réalité, je reçois des messages de plusieurs personnes qui écoutent le Manal Show et qui me disent « Mais finalement, on a l'impression que pour entreprendre, il faut obligatoirement faire une école de commerce. » Alors, qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens-là ? Que l'entrepreneuriat, c'est la plus belle école de l'équité et de la méritocratie qu'on a dans le monde. Aujourd'hui, pour entreprendre, on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin d'être un homme ou une femme, il n'y a aucun frein. C'est ça qui est magique dans l'entrepreneuriat, c'est que vous pouvez réaliser votre rêve grâce à l'entrepreneuriat. Et c'est aussi peut-être pour ça que les gens se tournent de plus en plus dans l'entrepreneuriat, parce qu'ils se disent c'est la dernière voie ou l'une des voies qui va me permettre d'être reconnu pour ce que je suis et pas pour ce que les gens auraient voulu que je sois. Donc à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se sont posé la question, je leur dis non, pas besoin de faire une école de commerce. Ouais, pas besoin. L'entrepreneuriat, c'est accessible pour tout le monde. C'est accessible, c'est vraiment le truc le plus accessible aujourd'hui. Allez-y, lancez-vous, et s'il y a des questions, vous écrivez. Vous nous écrivez ou m'écrivez, moi je serais ravi de vous répondre. J'ai plein d'entrepreneurs qui m'écrivent tous les jours en me demandant des conseils par rapport à l'entreprise. Alors moi je suis encore hyper jeune, mais quand je peux aider, j'aide et je réponds à tout le monde. C'est super de vouloir aider les gens et de vouloir leur répondre, mais je me dis, vous avez le temps de répondre vraiment aux personnes ? C'est quoi la vie, la réalité quotidienne d'un entrepreneur ? Combien d'heures vous travaillez par jour ? Combien de jours par semaine ? Alors, je travaille 7 jours sur 7. Mon esprit, je vais pas dire 24 heures sur 24, mais parce que je dors un peu et c'est important de dormir. Ouais, faut pas le cacher, c'est énormément de travail. Moi, je suis parfois en train de bosser jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures du matin pour gérer des choses, mais c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de faire ça pour bien entreprendre. C'est bien au contraire, ça prouve que j'ai encore des choses. Je dois m'améliorer dans mon organisation. Donc on travaille chaque semaine entre 90 et 100 heures par semaine. Est-ce que vous avez des petits rituels, des habitudes que vous avez mis en place aujourd'hui pour justement améliorer votre qualité de vie ? Ouais, le premier point, c'est de ce qu'on mange. Vraiment. Donc j'ai la chance d'être dans un projet où on mange bien. Et ce qu'elles font est souvent très sain, etc. Donc je suis heureux quand je mange la cuisine de maman. Mais c'est vraiment un moment qui est fort. Ensuite, je m'impose de faire du sport au moins 2 fois par semaine. C'est vraiment un truc qui est essentiel. Et vous faites quel type de sport ? Soit je vais courir, soit je joue au foot, mais soit je fais du squash. Donc j'essaie de varier les plaisirs en fonction des semaines. Et je pense que je vais encore aller plus loin. Et peut-être qu'en septembre, je vais aller m'imposer 3 fois par semaine. Mais j'essaie de me faire des objectifs aussi qui sont réalistes par rapport à mon emploi du temps. Et je fais en sorte de ne jamais
culpabiliser. Ah, ça c'est important. Ouais, je ne On me culpabilise beaucoup en tant qu'entrepreneur. Hein. Ouais, en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne, je fais en sorte d'avoir le moins de culpabilité possible. Alors, ce n'est pas grave si je ne respecte pas mes objectifs. Voilà, première chose. Et puis, ce n'est pas grave si je suis en retard sur mes objectifs pro ou perso. Et il y a suffisamment de jours dans l'année pour pouvoir rattraper ces objectifs ou créer un programme plus adapté. Donc parce qu'en réalité, parfois, on se donne des objectifs qui sont beaucoup trop élevés et ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Mais avec, vous savez, tous ces articles, ces vidéos sur la productivité, on est toujours dans la performance, et ben on a l'impression de devoir toujours faire plus. Ouais, ça, je comprends, mais ce qui compte, et c'est ce que je dis souvent à mes équipes chez Meet My Yama, ce qui compte, c'est d'être performant, mais c'est d'être constant. Ouais, c'est vrai. La régularité et la constance. C'est la régularité et la constance qui comptent et qui fait la différence. Et la constance, ça se construit. Ça ne se quémande pas, ça ne s'impose pas. Et donc, ce que je dis souvent à l'équipe, à Meet My Yama, c'est je dis, nos objectifs, c'est pas je veux faire x2 ou x4 en un an. Je dis, on va essayer de faire plus 5% tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Toute petite amélioration, même quand on fait du sport, etc., nous permettra d'avoir un résultat plus conséquent. Et c'est pas grave si on stagne pendant une semaine, 2 semaines, un mois ou quoi que ce soit. À partir du moment où on sait pourquoi on stagne. Donc c'est vraiment, il y a des rituels, et j'ai cette volonté d'être dans la performance, mais constamment. Il faut savoir gérer les temps forts. Je pense que c'est pareil dans sa vie personnelle et les temps faibles. Donc, quand il y a un temps faible, profitons du temps faible. Moi, quand je dis, par exemple, chez Meet My Yama, quand on a un temps faible, on a moins d'activités, etc., c'est une bonne nouvelle. Évidemment, économiquement, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir prendre le temps de régler des situations, de construire des choses, d'initier des choses. Prenons la vie comme une opportunité. Tout est une opportunité. On a 365 jours par an, c'est 365 opportunités. Et si on manque une opportunité, elle reviendra un autre jour. Pas de panique. C'est vrai que j'aime beaucoup cette citation-là. 365 jours par an, c'est 365 opportunités. Ouais, je vous la laisse du coup. Je trouve que c'est parfait. Moi, j'aime bien donner des conseils très concrets aux auditeurs du Manal Show. Selon vous, quels sont les 3 ingrédients importants qui font la réussite d'un projet entrepreneurial ? Alors, le premier ingrédient qui me vient, c'est la sincérité. Et je vais être même aller plus loin. Quand je dis la sincérité, on pense à la sincérité avec autrui. Je vais même aller plus loin, c'est de la sincérité vis-à-vis de soi-même. Il n'y a rien de plus dangereux dans l'entrepreneuriat que de se mentir ou de se raconter des histoires. C'est essentiel de ne pas falsifier sa réalité au prétexte de ses convictions, en se disant un jour ça va marcher, là je suis dans la bonne direction, là machin. Jamais, ça c'est archi dangereux. Donc il faut vraiment de l'honnêteté, mais vis-à-vis de soi-même. C'est un truc qui est important. Le deuxième, ça c'est assez bateau, savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer des bons avocats, des bons comptables, des bons réseaux, savoir s'entourer dans sa vie personnelle, même quand on a un projet, parce que quand on a un projet, ça perturbe sa vie personnelle. Donc, savoir s'entourer, c'est pas juste je m'entoure de 2-3 réseaux et je suis content. Non. Il faut rencontrer les personnes, c'est une histoire de personnes, l'entrepreneuriat. Il faut avoir des gens hyper fiables. Quand on est bien entouré, ça permet vraiment de consolider le projet. Encore plus quand on est seul, parce que parfois on peut entreprendre seul, c'est possible, il n'y a pas de souci, mais il faut, même quand on entreprend seul, il y a d'autres personnes qui vont vous aider à réaliser votre mission. Ça peut être un avocat, un comptable, etc. Donc c'est essentiel de bien savoir s'entourer. Et le troisième point, je parlais de constance tout à l'heure, le plus important c'est la constance. C'est essentiel, il faut pas être dans une logique tendancielle, il faut être dans une logique durable. On juge un projet sur sa durée. Il va y avoir des mauvais moments. Il va y en avoir plein. Il va y avoir plein de micro-problèmes. Il n'y a pas de gros problèmes dans l'entrepreneuriat. C'est une somme de micro-problèmes. C'est pour ça que c'est pas compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment s'inscrire dans une logique de marathon avec des temps forts où il faut parfois accélérer avec violence et parfois il faut savoir se reposer. Et je le dis, c'est vraiment essentiel de gérer ces temps forts et ces temps faibles dans l'entrepreneuriat et dans sa vie personnelle. Et il n'y a rien de grave quand on est fatigué. Quand on est fatigué, c'est un signe pour dire « Ok, il faut que je
descendre d'intensité. Par contre, quand je le sens bien, il faut que j'accélère dans l'intensité. Donc il y a vraiment un côté d'équilibre. Et pour être équilibré, il faut se connaître soi-même. Et ça, Ticket for Change le fait très bien dans l'accompagnement. Faut vraiment se connaître soi-même. Il y a rien de grave. Il y a vraiment rien de grave à mettre son projet dans la durée. Au contraire, c'est ça qui est fort. C'est qu'on plus on met son projet dans la durée, mieux c'est. Voilà. 3 conseils si je peux me permettre. Youssef, ce sont d'excellents conseils. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que les personnes qui nous écoutent pourront justement s'inspirer fortement de ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, Youssef, d'avoir partagé votre parcours et tous vos conseils. Mais vous le savez, ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Donc il faut répondre sans trop réfléchir. Okay. Et l'objectif, c'est de découvrir un peu plus votre personnalité. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je regarde Google Actualité pour savoir ce qui s'est passé pendant la nuit. Quel métier vous rêviez de faire étant enfant ? Reporter de guerre. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? C'est dur. Ma mère. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite ? Je pense à mes parents et je pense à mon père. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? C'est Le Petit Prince. Quel livre offririez-vous en premier ? Le Petit Prince. De tous les bons petits plats préparés par les fabuleuses mamas, quel est votre préféré ? Il est dur celui-là. Je dirais... je vais me faire tuer. Les briques de Soria. Quel genre de cuisinier êtes-vous ? Je suis un cuisinier expérimental. C'est-à-dire que j'adore faire des expériences et mélanger n'importe quoi pour voir ce que ça donne. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier ? Mes parents donnent des idées maintenant pour faire bouger Meet My Mama. Quel animal vous représente le mieux ? Je vais prendre ce que m'a dit ma sœur, le phénix, parce qu'apparemment je renais toujours de mes cendres. Voilà. Quelle application utilisez-vous le plus ? Citymapper, pour m'orienter dans Paris. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? En Auvergne, chez moi. Quel est votre film ou documentaire préféré ? Human, Yann Arthus Bertrand. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Je choisirais Martin Luther King. Quelle a été la rencontre la plus marquante de votre vie ? La rencontre aujourd'hui avec Luna et Donia. Quel est votre plus grand regret ? De ne pas avoir lancé Meet My Mama il y a 10 ans. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Ma détermination. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Je mets toujours trop de temps à ranger mes affaires. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je regarde Google Actualité, véridique. C'est un peu une obsession. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Youssef d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de si inspirant dans le livre Le Petit Prince ? Il y a une vraie philosophie de la vie, de manière générale, dans Le Petit Prince. En fait, c'est d'une telle innocence, et ça nous rappelle... En fait, ce livre nous rappelle à nos fondamentaux les plus humains, à ce pourquoi on est ici, à ce pourquoi on pourrait être utile, et à quel monde on pourrait construire si on y arrivait à faire ça tous ensemble. Voilà, donc un livre que vous recommandez ? Que je recommande beaucoup. Merci beaucoup Youssef Oudaman d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé votre histoire, vos conseils. C'était vraiment très inspirant. Si on veut en savoir plus sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Alors vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Meet My Mama pour suivre toute notre actualité. Et donc pour ceux qui ont des événements en entreprise, on peut se retrouver en entreprise. Et pour ceux qui veulent découvrir et avoir accès à des événements ouverts au public, on propose 2 fois par semaine, et bientôt 3, des dîners et des brunchs du monde, le mercredi et le dimanche, à la Cantine du Monde, et c'est à Place de République à Paris. C'est génial, on va partager l'adresse sur le site du Manal Show et sur les réseaux sociaux, et je crois que je viendrai faire un petit tour. Avec plaisir. Parce que ça m'a donné envie de découvrir les plats des mamas. Vous êtes la bienvenue, Manuel. Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. J'espère que cet entretien avec Youssef Oudaman et tous ses conseils vont vous aider, à votre tour, à vous poser les bonnes questions pour construire un environnement épanouissant en cohérence avec vos valeurs. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action.
Si l'émission vous a plu, rendez-vous dès maintenant sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao!